Bonsoir à tous, bienvenue à notre rendez-vous de 18h30 sur les Speaker Conference Club. Nous sommes ravis chaque jour, vous le savez, de vous retrouver. Alors pour certains, bien vous êtes nos fidèles auditeurs. Pour d'autres, peut-être vous allez nous découvrir ce soir parce que selon les thématiques, nous savons que nous pouvons avoir un public très varié. Alors bienvenue à tous, bienvenue à nos deux invités. Alors j'ai une petite particularité aujourd'hui parce que j'ai un invité qui a son invité. Voilà, je trouve ça particulièrement charmant et puisque j'ai le plaisir d'accueillir ce soir François Michalon qui a invité, donc un double invité, le docteur Ali Abjeyi. Merci à tous les deux d'être présents avec nous ce soir. On est ravis, merci beaucoup Virginie, merci à tous. Merci de nous inviter et effectivement j'espère que mon invité va se tenir. Normalement oui, je l'ai bien briefé, mais bon. Je vais essayer de me tenir sur Zoom et moins sur Clubhouse alors. Ça va. Voilà, mais bon, j'ai confiance parce qu'il est habitué au plateau télé, donc normalement ça devrait le faire. Exactement, c'est pour ça qu'effectivement sur Zoom, on a plein écran et on va pouvoir conserver bien sûr cet enregistrement puisque je le rappelle, donc cette room est organisée par lesspeakers.com, représentée par Eric Blo qui exceptionnellement ce soir ne sera pas avec nous et dignement également avec Philippe Boulanger qui est le président de l'AFCP, l'Association française des conférenciers professionnels. Puisque ça ne vous aura pas échappé, tous les soirs, ce sont des conférenciers, alors souvent qui ont plein de casquettes avec des fonctions différentes que l'on a le plaisir de présenter. Bonsoir Philippe Boulanger, puisque tu es avec nous ce soir, un petit mot d'accueil. Oui, alors bien sûr, un petit mot d'accueil, je peux pas m'empêcher de faire un petit mot d'accueil. Alors voilà, j'apparais sur la vidéo. Donc un petit mot d'accueil. Alors, on vous accueille bien entendu aujourd'hui, une fois de plus, hein, avec Eric, sauf que Eric n'est pas là aujourd'hui, il a pris sa soirée. Et donc j'assure l'intérim pour nous deux. Donc l'Association française des conférenciers professionnels, vous le savez, regroupe aussi bien des conférenciers professionnels que des maîtres de cérémonie, dont tu fais partie, Virginie, avec brio, maîtres de cérémonie qui animent nos rooms sur Clubhouse avec nos invités. Donc tous les soirs, nous avons effectivement des invités différents pour parler de sujets différents qui sont leurs sujets d'expertise. Et je suis ravi, Virginie, que tu mènes cette room encore une fois aujourd'hui, ce soir. Merci beaucoup Philippe. Alors effectivement, c'est un très fort engagement, je tiens quand même à le souligner de ta part et de celle d'Eric, puisque ça fait plus de 60 rooms qui sont organisés tous les jours du lundi au vendredi. Vendredi, c'est un petit peu spécifique puisque c'est un peu en entre-soi dans le monde de la communication des conférenciers et des MC qu'on se retrouve pour échanger sur l'actualité. Alors actualité, c'est un mot sur lequel je vais rebondir aujourd'hui. Donc François Michalon, nous avions eu la chance, en fait François, c'est la deuxième fois que nous avons le plaisir de t'accueillir. On va prendre un angle complètement différent aujourd'hui, même si forcément il est lié, puisque quand on a un sujet de prédilection, on reste dans son sujet. Alors, je vous propose de vous présenter, messieurs, tous les deux, pour que vous tous qui nous suivez, vous puissiez avoir un véritable aperçu de nos deux invités. Et puis, n'hésitez pas, bien évidemment, tout au long de la room, si vous souhaitez poser des questions, témoigner, enrichir les échanges, de lever la main et de nous rejoindre. Nous sommes toujours ravis de pouvoir vous faire remonter on stage pour utiliser la sémantique de Clubhouse. Alors, François Michalon ouvre le champ des possibles. Et oui, c'est ainsi qu'on pourrait le présenter. Sa spécialité, c'est le conseil en stratégie humaine pour les dirigeants et les décideurs et des sportifs de haut niveau qui performent d'ailleurs dans plusieurs disciplines puisqu'il y a l'athlétisme, le golf, l'escrime, le foot et bien d'autres. Alors, je me suis permis, François, d'aller explorer ton site et toutes les informations qu'on trouve sur toi. Et j'ai retrouvé quelques mots-clés comme ça que je vais partager avec vous. Bien-être, confiance en soi et légèreté, confort intérieur. Voici les termes qu'emploient les athlètes lorsqu'ils témoignent de leur accompagnement avec François. J'ai même un golfeur professionnel qui a dit, en parlant de ton accompagnement, agréable à vivre, c'est surprenant, on ne connaît pas. Alors nous, on aime toujours ce qui est surprenant et innovant puisqu'on aime, on est des curieux et on aime découvrir. Alors tu as un secret, François, c'est cette méthode innovante justement que tu as créée, dont le nom est Motivation Première et qui s'adresse à ce double public que je viens de citer.
Alors, je vais pas tout dévoiler, bien évidemment, d'autant qu'en plus, si on a déjà suivi, j'invite à retourner sur la page YouTube de la FCP peut-être pour écouter plus en détail ta première intervention. En tout cas, je vais quand même donner un indice puisque je sais que nous avons des curieux avec nous. Et je vais partir pour ça d'une formule que vous connaissez sans doute, qui est celle de Jacques Salomé, qui dit que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Eh bien, François permet à travers sa méthode, justement, de débloquer, d'ouvrir ses facultés, sa motivation en agissant intérieurement pour mieux laisser s'extérioriser avec efficacité et simplicité son plein potentiel. Donc, en bref, avec lui, on prend le risque de l'allègement. Alors, comme je le disais, François, bien sûr, tu es conférencier, on te connaît bien depuis plusieurs années à la FCP, et c'est dans cette expérience que tu puises précisément tes sujets, donc la préparation à la motivation et à la performance. C'est véritablement les sujets qui sont au cœur de tes conférences, des séminaires que tu peux faire, voire même des émissions de TV et radio, ce qui va faire le lien et le point commun aussi avec notre invité, et qui enthousiasme bien sûr ton public, qui est d'ailleurs national comme international. Et puis évidemment, je ne peux que souligner le co-auteur que tu es notamment, puisque avec justement le docteur Ali Abjei et Alain Delabosse, tu as écrit Burnout, le vrai du faux, qui était l'objet de cette première intervention. Donc je reviendrai pas dessus, simplement sachez que ce sont des conseils pratiques par les pros expérimentés que vous êtes, qui vont démêler le vrai du faux en matière notamment de burnout. Et on remercie Léo qui a dit, qui le 25 mars, justement, si vous recherchez laquelle c'était celle du 25 mars, t'avait interviewé. Alors, à propos de ce livre, justement, nous avons le co-auteur avec nous. Donc, bonsoir Ali Abjei, cher docteur, j'ai envie de dire. Et maintenant, à ton tour de te présenter. Bon, François, je te laisse. Oui. Vas-y, je t'en prie. Et François, je te laisserai bien sûr dire un petit mot pour que tu fasses ta propre présentation d'Ali et que tu nous dises surtout pourquoi tu as souhaité qu'il soit à tes côtés aujourd'hui. Alors, docteur Ali Abjei, tu es médecin urgentiste, médecin du sport et des catastrophes depuis plus de 20 ans. Alors oui, ce terme peut effectivement interpeller. Tu es d'origine iranienne et pourtant tu es sur Paris, Versailles, les Yvelines notamment. Et on te connaît bien parce que tu es particulièrement médiatisé depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant à l'apparition de la pandémie. Tu as fait énormément de plateaux télé, radio, la presse, des articles, bref, plus d'1 centaine d'émissions. Donc ce serait surprenant que l'on ne t'ait pas déjà vu. Et pour cause, tu es un médecin, oui, bien sûr, mais un homme de terrain, communiquant au service de la responsabilisation, du partage, de l'intérêt commun, avec des prises de position dont on aura l'occasion, bien sûr, de reparler un petit peu plus tard. Et je tiens à le souligner, et ça, je l'ai constaté au-delà de t'avoir vu sur les images, pendant notre échange de préparation, tu es profondément optimiste, tout comme François et comme d'ailleurs quasiment tous les jours nos invités. Alors, on pourrait résumer l'une de tes missions, évidemment, puisqu'il y a la mission fondamentale, qui est d'ouvrir les consciences. Je crois que c'est un point sur lequel on va bien sûr revenir. Alors, François, pourquoi est-ce que tu as souhaité que Ali soit à tes côtés avec nous ce soir sur cette thématique dont je le rappelle, qui s'intitule L'état d'esprit, votre véritable remède aux catastrophes? Eh bien, alors déjà, merci Virginie pour la présentation. Ma soirée est faite avec tout ça. Tu es remarquable et c'est vrai que on a pris, je dirais, un bon moment, un moment agréable de préparer tout ça. Pourquoi j'ai souhaité avoir Ali? Pas parce que Ali, je l'aime bien, tout simplement. C'est déjà, je dirais, c'est le cœur qui parle, c'est l'amitié. Ali est quelqu'un de formidable que je vois régulièrement, qui est sur le terrain, et c'est pour ça que j'ai voulu lui demander de participer à cela, parce que il est au contact tout le temps, au sein des urgences, avec la réalité du terrain, parce que je connais son état d'esprit, parce que je connais non pas sa conscience, mais les choses avec lesquelles il les fait avec une certaine conscience, et puis on prend souvent plaisir à se retrouver autour je dirais, tu vois, il sourit déjà autour d'un gâteau, d'un thé. Enfin là, maintenant, ça sera beaucoup plus facile de le faire en terrasse, parce que ne dévoile pas tous les secrets. Non. Donc voilà, on aime bien s'amuser, on aime bien se retrouver. On fait souvent des conférences, des animations ensemble. Et puis il est très humain. C'est ça qui est intéressant. Et il prend le temps
de parler avec ses patients, avec les uns et les autres. Il n'est pas un médecin au-dessus des autres. Au contraire, il est avec les autres et je trouve cela très important. Voilà. Et avec nous ce soir, et on en est absolument ravis. Merci, parce que j'imagine que l'agenda est pas simple d'avoir tenu à être à nos côtés. Non, on a toujours du temps pour faire quelque chose de bien. Mais le côté humble en prend un coup, hein, les amis. Oui, mais enfin, merci beaucoup. Chevalier, j'aurais pu dire chevalier, mais bon, je me suis abstenu. Hein, tu as remarqué. En tout cas, François, tu as souligné un point important, c'est qu'effectivement, ces rooms permettent aussi de découvrir les conférenciers d'une manière complètement différente. D'ordinaire, on vous voit sur scène, on vous entend sur vos sujets. Là, c'est l'occasion véritablement d'aller plus loin, plus en profondeur, de prendre du recul, de parler des expériences, d'échanger et surtout de vous faire participer tous, vous qui êtes avec nous ce soir. N'hésitez vraiment pas à lever la main et à prendre part à nos échanges. Alors nous sommes ensemble environ une bonne heure, hein, on va dire. On sait très bien qu'on se laisse souvent déborder par la passion et on verra effectivement à vous donner la parole très vite. Alors sur la dernière intervention que tu avais fait, François, donc on a parlé effectivement de ton livre et plus spécifiquement du burn-out. Donc là, ce que je vous propose, et tu vas bien aimer ça, c'est de prendre encore plus de hauteur, parce que je sais que tu es un homme qui aime prendre de la hauteur. Et en fait, on va mettre un peu en perspective ce que vous avez écrit dans ce livre pour rebondir sur l'actualité, extrapoler et relier justement ton sujet, celui qui est le tien, aux situations que nous sommes tous amenés à vivre à différentes échelles. Tout de suite, on est tous concernés. Parce qu'effectivement, dans nos vies, on a à un moment donné vécu, si ce n'est le chaos, en tout cas des épreuves, des difficultés, et c'est précisément de ça dont on va parler. Alors, lorsque je t'ai demandé, François, qu'est-ce que tu aimerais que les personnes, c'est-à-dire vous qui nous écoutez, retiennent, ou avec quoi voudrais-tu qu'elles repartent ce soir? Tu m'as alors très naturellement et spontanément répondu, je voudrais permettre à chacun d'être le plus léger possible. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous manifester, je ne crois pas encore, parce que il n'y a pas les micros quand on n'est pas on stage, mais globalement, ce sont quelques applaudissements et j'imagine que vous allez dire oui à cette proposition de partir le plus léger possible. Donc, on part sur cet objectif. Merci, messieurs. Et pour ça, c'est de viser quoi? C'est l'équilibre, la sérénité et l'harmonie. Or, quand on parle de catastrophe, quand on parle de burn-out, de dépression, des crises qui peuvent être personnelles, comme je viens de le dire, ou des crises plus collectives, sociétales, humanitaires, comme la pandémie du Covid tout de suite, on n'est pas du tout dans ce registre. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est qu'au travers de ces phénomènes, de ces épreuves, de ce chaos, on pourrait peut-être le nommer comme ça, vous avez peut-être vos propres termes, je vous laisserai les nommer, et vous qui nous écoutez, eh bien, vous mettez sans doute aussi des mots derrière tout ça. Eh bien, je suis heureuse, Françoise et Ali, que vous puissiez nous aider à les décrypter. Et on va chercher précisément à comprendre quelles sont leurs caractéristiques pour découvrir ensuite, quelle meilleure attitude, si on peut dire, ou quel état d'esprit adopter. Alors François, est-ce que je vais commencer par te donner la parole? Est-ce que tu peux poser ce contexte en quelque sorte et puis nous dire finalement ce qu'ont en commun ces scénarios catastrophes qu'avec Ali ensuite vous pourrez analyser dans leurs mécanismes et dans leurs similitudes et après quoi vous ne m'entendrez plus pendant un petit moment parce que je sais que vous êtes très riche en réponses. Oui, enfin, tu interviens quand tu veux, c'est toujours un plaisir de t'entendre. En fait, la réflexion que l'on a ce soir, elle nous est venue en marchant, parce que souvent il nous arrive avec Ali de marcher, et nous avons constaté qu'il y avait une similitude entre notamment le Covid et le burn-out. On pourrait certainement en trouver dans d'autres aspects ou dans d'autres catastrophes. Et on a constaté qu'il y avait 3 points qui étaient importants. Je vous les cite et on les développera après. Il y a détection, prévention et traitement. Et dans les 2 cas de figure, on passe automatiquement par là. Si on parle de l'épuisement, charge mentale, puisqu'effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, un de mes maîtres mots, c'est la légèreté. J'aime alléger les gens, si je puis dire. Alors les alléger, ça veut pas dire que je vais leur faire un régime. Je vais faire en sorte de leur retirer tout ce qui gêne, tout ce qui est lourd, puisque chacun de nous, on a le chic de se charger.
Je dirais que à partir du moment où on arrive, l'éducation, la moralité, les expériences, tout ça fait qu'on se charge, et qu'il arrive un moment où ça devient de plus en plus lourd. Or, à l'image d'un ordinateur, d'un téléphone, même s'il est très efficace, il va arriver un moment où la mémoire vive, elle va être remplie et que ça va ramer. Par conséquent, il est nécessaire de trier, d'éliminer et d'alléger. Et à partir de cela, eh bien, on retrouve une pleine capacité des moyens de la machine. L'être humain est pareil, selon ma version. Je précise également que, en plus de conseiller des décideurs, des dirigeants, des personnes, des êtres humains, des sportifs de haut niveau, je suis aussi entrepreneur. Et j'ai toujours été entrepreneur, comme je dis, je suis entrepreneur dans l'âme. Donc je connais l'univers des affaires avec tout ce que ça a comme conséquence, comme joie, mais comme conséquence. C'est-à-dire toutes les lourdeurs, les complications qui peuvent exister. Donc tout ça, je connais par cœur. Et c'est pour ça, encore une fois, que je reviens avec la légèreté et que très souvent, avec Ali, nous parlons de ça. Possibilité d'alléger sur un plan mental, émotionnel, et voire même sur un plan physique. Et une fois que vous êtes plus léger, eh bien, vous retrouvez un certain bien-être, vous retrouvez une certaine confiance. Et un mot très important que les sportifs et que d'autres expliquent très souvent, c'est la joie. La joie est capitale, nécessaire, indispensable. Ali, je te laisse la parole quand même, parce que sinon... Non, mais c'est intéressant. Oui, on va pouvoir débattre. D'ailleurs, c'est ça l'intérêt, je pense, avec tout le monde. D'ailleurs, vous pourriez me demander pourquoi, à partir des urgences, vous voyez, pourquoi à partir des catastrophes, ça a été... que le lien avec le burn-out, etc. C'est très intéressant parce que plus on vieillit, on a de l'expérience, on voit comment ça se passe. La psychologie des gens sont intimement liés avec le physique et vice-versa, même aux urgences, alors que nous avons 80% environ d'urgences qui sont pas des urgences vitales dans le sens où on va mourir à la seconde, évidemment, heureusement, et les 10 ou 15% qui restent, qui sont des urgences un peu plus importantes, eh bien, moi, même dans les 100%, je dirais qu'il y a toujours ce côté psychologique, ce côté humain, forcément, puisque sont des humains qui viennent et tu as dit tout à l'heure, qu'il y a un côté humain qu'il faut absolument pas oublier. Et dans ce cadre-là, si je peux dire au passage, l'intelligence artificielle ou tout ce qui est digital ne pourra jamais remplacer les regards de visu et puis les touchés, l'examen clinique, tout ce qui. Donc il y a des limites aussi au digital. Mais je voudrais commencer par une bonne nouvelle pour un petit peu essayer de, comme t'as dit, mon cher François, l'histoire du rapport entre la Covid et le burn-out. On l'a visualisé, tu l'as dit en 3 mots. Moi, j'ai beaucoup milité pour les détections du virus et on a créé des détections sérologiques. C'est pour ça qu'on est devenu un tout petit peu médiatisé. Mais après, moi, ce qui m'embêtait, c'est le côté anxiogène, c'est le côté peur, le nombre de morts, etc. Tous les jours annoncés à la télévision, alors qu'il n'y a aucun intérêt. Ce qui était important, c'est d'accompagner les gens, de les aider, apaiser tout le monde. Et c'était ça le principal, que ça soit le Covid ou la malaria ou une catastrophe naturelle ou quel qu'il soit. Écoutez, c'est normal, hein, on est là pour soigner et que moi, même au jour d'aujourd'hui, que nous sommes débordés en réanimation, peu importe, eh bien, on y arrivera. On fera des réanimations dans la rue s'il le faut. Mais c'est tout le monde quitte le navire, ah là là, etc. C'est tout le temps en train de se plaindre. Donc non, il faut pas se plaindre, faut retrousser les manches, aller travailler. S'il y a du boulot, il y a du boulot, on est fatigué, c'est pas grave. Il faut se donner de l'enthousiasme et réussir. Alors moi, je vais vous commencer par dire que vous êtes tous milliardaires, comme aime bien François l'entendre. Les milliardaires que nous sommes, eh bien, ça commence à l'âge de 3 ans. À 0, nous sommes tous milliardaires de 80 à 100 milliards de neurones. Alors, je vais vous en parler 2 minutes parce que c'est très important pour que vous connaissiez le substrat, le physique. Et le physique, je vais vous montrer comment ça agit sur la psychologie en 2 minutes. Parce que on va partir d'un cerveau reptilien ou même avant de pseudo-cellules qui arrivent jusqu'au cortex frontal. C'est très important puisque c'est notre cortex frontal qui est le plus important chez l'humain. Et bien, les milliardaires, c'est-à-dire que 80 à 100 milliards à peu près de neurones nous sont donnés au départ, à la naissance. Et contrairement à ce qu'on croit, ça s'arrête pas à 18 ans. Maintenant, c'est
à 25 ans. Mais ce sont des preuves scientifiques qui ont que je vous donne là. C'est pas du tout tiré. D'ailleurs, je peux vous les transférer aussi après. Vous pourrez partager ça. En gros, il y a un cheminement à partir du cerveau reptilien en arrière vers l'avant jusqu'à la construction de notre cortex frontal, qui est l'empathie, qui est tout ce qui est humain. Et plus cette partie est développée, d'ailleurs dans le langage courant on dit que il est frontal un peu, c'est qu'il en a plus. Et ben c'est un peu ça. Hein. D'ailleurs, il y a des meurtriers qu'on traitait comme ça au 19e, au début du 20e siècle, au niveau frontal, qu'on essayait de détruire parce qu'ils étaient mal orientés. Enfin bref, tout ça pour dire quelques secrets du cerveau que nous avons découvert avec les IRM et les électroencéphalogrammes. Je vous dirais rapidement six choses. C'est les carences affectives. Les carences affectives, eh bien, ils modulent le cortex. Et chez les orphelins, on l'a vu avec des électroencéphalogrammes qui sont perturbés entre l'âge de 6 mois à 30 mois. L'attachement sécurisant, on est attaché à des gens, eh bien, c'est très important, ça développe notre hippocampe, c'est une partie du cerveau. L'attachement, vous voyez. Donc, la verbalisation des émotions négatives. Si on dit quelque chose, alors moi, je pense aussi que la verbalisation des choses positives aussi, mais le fait de dire les choses négatives aussi, ça peut nous aider avec la réaction de la peur à diminuer. Et 3 autres thèmes que j'avais notés, c'est les soins apaisants. Les soins apaisants, eh ben, ça développe le cortex frontal. Si vous soignez en étant apaisant, ben, vous développez son cortex à l'enfant. Et enfin, le stress précoce qui altère le cortex aussi, on l'a détecté. Et enfin, le dernier, plutôt, c'était l'avant-dernier, c'était jouer. Alors là, c'est très important. Le jeu, chez les petites souris, on développe l'hormone de croissance et des souris qui ne jouent pas, eh ben, ils développent moins, ils sont plus petits, ils sont plus rachitiques. Donc, il y a des enfants qui viennent avec leurs parents, dire, ah ben, il est petit, etc. Alors, vous voyez, contrairement à se jeter sur l'hormone de croissance pour leur en donner, faut peut-être interroger pour voir s'ils jouent. Vous imaginez? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec leurs enfants aux urgences ou de même en médecine, parce qu'il est petit. Vous avez tous vécu ça, peut-être, ou vous l'avez entendu. Il a 10 ans, il a 12 ans, il n'est pas encore, eh bien, faut se demander s'il joue. Alors, vous imaginez, déjà, on l'a pas appris en médecine. Donc, ce sont des choses intéressantes et en même temps surprenantes. Ah bah, qu'est-ce que donc, après, ouais, il faut jouer, il faut y aller. On va tous jouer d'ailleurs tout à l'heure. Mais cela dit, donc, le cortex préfrontal, qui est le dernier à devenir performant, eh bien, il s'acquiert jusqu'à l'âge de 25 ans. Et alors, comment? On en a plein, 80-100 milliards, vous me direz, mais où ils sont partis? En fait, ils s'en vont parce qu'on n'utilise que ceux qui sont utiles avec une fibre de myéline qui vient s'entourer. Et là, ça va à la vitesse de l'éclair. Et toutes les connexions autres sont parties et il reste les connexions rapides. C'est intéressant, je ne vais pas vous ennuyer trop avec ça, mais c'est intéressant à en avoir conscience parce que je vais en arriver là, c'est-à-dire que toutes ces fibres qui s'interconnectent, eh bien, en fait, ça nous donne la conscience et moi, je pense que l'humain a cette caractéristique-là, c'est qu'il est conscient de ce qu'il est, alors que certains animaux ont une conscience simple, même si on sait qu'ils ont tout ce qu'il faut pour avoir une conscience, mais la conscience de la conscience, c'est ce qui est donné à l'homme. C'est-à-dire, pour faire la différence, une vache regarde un train qui passe et il a une conscience éventuellement du train qui vient vers lui en danger, en retrait, mais il n'a pas cette conscience de pourquoi le train existe et pourquoi je suis là en train de regarder le train qui passe. Ça, c'est l'homme qui l'a. Et bien, c'est pour ça qu'on est un petit peu en charge de cette nature aussi, qu'il faut respecter un peu tout le monde. C'est-à-dire et plus on a cette conscience, eh bien, plus on va essayer d'aborder la vie d'une manière différente. Et c'est des choses concrètes qu'on va essayer de vous donner. L'allègement, c'est une chose, et la conscience de ce qu'on est, comment on est, peut nous aider pour beaucoup à nous sauver d'états un peu stressants. Parce que on relativise, par exemple, je dis souvent, écoutez, vous venez parce que vous avez mal au doigt, vous êtes en train de crier, etc. Bon, vous n'êtes pas handicapé, vous n'avez pas sclérose en plaques, là, vous n'avez pas d'infarctus, détendez-vous, ça va s'arranger, on va arriver à ce qu'il faut, à vous suturer. Donc, vous savez, il y a des relativisations de plein de choses qu'il faut donner aux gens et
Et ça, c'est très important. Alors, avec François, on se balade souvent, effectivement, on prend des petits cafés, des petits gâteaux, et ben ça nous allège aussi, et on essaye de réfléchir, de voir pourquoi on est là, et de toutes ces choses qui sont peut-être futiles à discuter. Eh bien, c'est essentiel pour moi à décrire aux gens. Et aux urgences, contrairement à ce que vous croyez, il y a beaucoup de gens qui viennent, enfin quasiment tous avec le stress, et beaucoup de gens viennent aussi pour parler parfois. Et c'est incroyable, mais c'est vrai, puisqu'il y a beaucoup de choses qui n'existent pas, et parfois, en dernier recours, aux urgences, on est là pour les aider, et j'ai vécu ça dans les catastrophes naturelles, mais de manière réelle, et aux urgences, de manière un petit peu surfait, mais effectivement, c'est un peu la même chose comme ressenti, mais c'est ce que ressentent les gens, c'est la perception qu'ils ont. Donc l'équilibre, la sérénité, tu en as parlé tout à l'heure, et l'harmonie, eh ben, j'essaye de le faire acquérir avec une certaine conscience de ce que l'on a, et c'est très important de l'avoir. Voilà. Alors, pour revenir un peu sur... non, j'ai juste été un petit peu coupé, je pense, sur notre réseau. Si vous m'entendez, ça va? Oui, on t'entend très très bien, Ali. D'accord, donc très bien. Alors, excusez-moi, c'est parce que je suis dans un endroit où parfois ça coupe. Et alors, donc ce que je voulais vous dire surtout, et l'a introduit François, c'est la détection, la prévention et le traitement. Regardez, c'est exactement ce qu'on a fait avec la Covid. Nous, on a essayé de détecter avec les sérologies, les tests PCR, etc., etc., etc. Et puis, ensuite, on a essayé de faire de la prévention avec les vaccins, avec les masques, en se lavant les mains, en crachant pas les uns sur les autres. Et en 3, ben le virus arrive sur vous, et là, vous êtes attaqué, et là, il y a le traitement. Alors, c'est ce qui s'est passé avec professeur Raoult, professeur Intel, etc. Eux, ils ont trouvé des traitements qu'on croit ou qu'on croit pas, peu importe. C'était pour vous expliquer les 3 pans. Et quand nous, on a essayé avec François aussi, de vous donner 5 signes et 5 conseils sans médicaments pour détecter, pour prévenir et pour traiter et guérir, j'espère. Hein, François, je pense que c'est ce que tu voulais dire en faisant les 3 parties: détection, prévention et traitement. Maintenant, moi, j'ai donné une partie, mais François a aussi des clés très simples qu'il va certainement partager avec nous. La prise de conscience est un peu compliquée. Alors, je suis peut-être rébarbatif dans ce cadre-là. C'est quelque chose mais j'aimerais en parler pour que vous-même vous réfléchissiez, pas ce que je dis, mais vous-même trouviez un petit peu cette conscience, cette relativisation des choses. Voilà. François, ton micro est coupé. Je suis désolée, c'est moi qui me suis permis, voilà, de le faire parce qu'on avait quelques petits bruits dont on n'avait pas, voilà, qu'on identifiait. Oui, il grignote tout le temps, c'est pas possible, enfin. Oui, je disais, cher Ali, c'est bien la fameuse prise de conscience. Mais comme je l'ai écrit dernièrement dans un post sur les réseaux, j'ai fait tous les rayons de bricolage, je n'ai pas trouvé de prise de conscience. Exact, je l'avais lu. Et oui, et j'ai demandé aux électriciens, ils ne connaissent pas non plus. Hein. Ah bon? Alors, où est-ce que tu as trouvé ça? Dans le cortex cérébral. Ah. Donc, il existe. Je viens d'expliquer. C'est ton frontal, qu'on voit d'ailleurs très, très luisant. Oui, alors, je me permets de faire juste une petite parenthèse également, parce que si vous nous avez suivis il y a un mois, je ne sais pas si François, tu avais eu l'occasion de suivre, on avait Bernard Anselem, et véritablement, ça peut valoir le coup de faire un petit bond un mois plus tôt pour aller écouter également son approche du cerveau, puisque Ali, en fait, il a vraiment détaillé la manière dont on fonctionne également. Donc, c'est très en lien et ça peut être très complémentaire. Ah, d'accord. Et je salue Bernard, parce que Bernard est excellent aussi. J'ai un écho, j'ai un retour. Comment ça se fait? Ah, Philippe, est-ce que tu peux nous aider sur parce que nous, on ne l'entend pas, c'est que toi. Ok. Attends, qu'est-ce que tu dis François a un problème d'écho. François a un problème d'écho, oui, c'est parce qu'il a ouvert son micro sur Zoom. Ton micro sur Zoom doit être et ton son extérieur ne doit pas être coupé, François. Vas-y, François, parle maintenant. Parle sur Clubhouse. Clubhouse.
Ton micro sur Clubhouse ton micro est coupé, François. Sur Clubhouse, ton micro est coupé. Sur le téléphone, il faut le remettre. Voilà. Non, le micro est toujours coupé. C'est bon. Voilà. Ça y est. C'est bon, merci. Voilà. Excusez ces petits détails. Effectivement, j'en profite juste pour faire une toute petite parenthèse et souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur cette room ce soir qui a démarré à 18h30 avec François Michalon et le docteur Ali Abdehi sur la thématique état d'esprit, votre véritable remède aux catastrophes. Voilà, et je vais vous laisser, messieurs, poursuivre sur cette notion de conscience qui, je sais, tient particulièrement à cœur à Ali et dont sur lequel tu vas rebondir, je pense, François. Oui, conscience. Alors effectivement, on en parle très souvent et Ali, lors de ses interventions, allait dans ce sens en disant arrêtez de mettre des interdits, mais aidons plutôt les uns et les autres à prendre conscience de la réalité. Et de prendre conscience, c'est également de se prendre en main, c'est-à-dire de prendre conscience de soi et de prendre conscience des autres. Par exemple, à travers des gestes. Tu te rappelles des gestes, François? Tu m'avais dit d'en parler, les gestes, par exemple. J'avais dit juste, excuse-moi de te couper, mais juste, c'était les gestes barrières, et j'ai dit plusieurs fois à la télé, il faut pas dire gestes barrières parce que c'est négatif et tout, mais parler de gestes intelligents. Les gestes intelligents, ce sont, tout le monde peut comprendre, c'est pas bien de cracher devant quelqu'un quand vous êtes dans un milieu confiné, et là, mettez le masque. Mais dehors, j'ai toujours dit que ça ne servait à rien, il y avait aucun cluster qui s'est trouvé dehors, à l'air libre, alors qu'en plus, je leur ai dit plusieurs fois, ça les stomaquait, vous donnez le droit. Alors, je comprends qu'il faut des réglementations, il faut des règles. C'est pour ça qu'on l'a mis. Mais regardez, on autorise les gens qui courent et qui font du vélo à ne pas mettre un masque, et le monsieur qui est à côté, qui est en train de marcher tout seul, il doit porter le masque. C'est aberrant, c'est pas scientifique. Mais bon, je comprends qu'il faut qu'on fasse des règles et qu'on les suive. Mais scientifiquement parlant, c'était idiot. Pourquoi? Parce on pense que les gens sont incapables, et peut-être à raison, de pouvoir faire des gestes intelligents. C'était un exemple. Absolument. Mais alors, ces gestes intelligents, on peut les retrouver aussi ou les mettre en application pour éviter charge mentale, émotionnelle, voire burn-out. C'est ça qui est intéressant. Absolument, oui. Absolument. Donc, les gestes, les clés, les clés, les moyens, il y en a un certain nombre, il est évident. À chaque fois, on peut en donner des nouvelles. Il y en a, par contre, qui sont, je dirais, indémodables. C'est-à-dire, variez vos centres d'intérêt. Ne focalisez pas toujours sur les mêmes choses. Ne cherchez pas la perfection. Là, je parle pour le burn-out parce que on s'est aperçu que les personnes qui tombaient dans le burn-out, eh bien, c'était des personnes de qualité bien souvent, mais qui cherchaient la perfection, qui voulaient bien faire les choses, trop bien faire les choses. Et en voulant trop bien faire, eh bien, le trop est en trop. En voulant également, contrôler. Parce que ça aussi, c'est un des constats des personnes qui tombent dans le burn-out, en voulant tout contrôler. C'est-à-dire ne pas lâcher cette fameuse prise. En ne déléguant pas, en ne faisant pas suffisamment confiance, eh bien, on veut tout faire, tout gérer. Mais il y a trop. Il arrive à un moment que pour un être humain, trop fait que ça bascule et que l'édifice, il peut vaciller. Il suffit qu'en plus de ça, il y ait un souci émotionnel, une rupture, un décès, quelque chose comme ça. L'être humain devient beaucoup plus fragile. D'où l'intérêt de garder, c'est ce que disait tout à l'heure Virginie, de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Tu as un terme d'ailleurs pour parler de ça. Pardon ? Tu as un terme d'ailleurs, François, pour exprimer ça. Tu parles d'excès de moi au détriment du soi. Oui, ça c'est ma définition du burn-out. Effectivement, je le dis de cette manière, c'est un excès du moi au détriment du soi. L'excès du moi, ça veut dire quoi ? Moi, je fais beaucoup parce que je suis bon, je suis brillant, parce qu'on me demande, et qu'à chaque fois j'arrive à remplir les challenges, les missions, jusqu'au jour où ça devient compliqué, mais je ne veux pas perdre la face. Donc moi, j'y vais, au détriment du soi, c'est-à-dire qu'on s'oublie complètement, alors que c'est la chose, c'est l'essence même qui est le plus importante. Et à force de se brûler sur l'extérieur, eh bien, le soi n'existe plus. Ou tout au moins, il a tellement diminué que il n'y a plus rien. Jusqu'au moment où il y a un basculement, il y a cette fameuse prise de conscience dont parlait Ali tout à l'heure,
Et cette prise de conscience permet de dire, mais mon Dieu, mais où suis-je parti? Je suis rentré dans le mur, je me suis explosé, ça m'a fait mal, j'ai fait des dégâts considérables en moi et autour de moi. Il est nécessaire à ce moment-là de remettre les choses dans le bon sens et de faire des choses qui ont du sens. C'est pour ça, encore une fois, que nous avons des personnes qui changent bien souvent de vie, de carrière professionnelle pour trouver quelque chose qui vont leur donner du sens. Même voire certains vont faire quelque chose de manuel parce que ça a du sens. Et c'est ça qui est intéressant. Et on le retrouve dans différents domaines. Alors, il y a des notions proches également que vous avez abordées tout à l'heure, c'est cette notion de jeu et de jouer. Ça, c'est quelque chose que vous avez aussi en commun. Alors, c'est amusant parce que la semaine dernière, nous avions parmi nos invités Thierry Ferrari, qui est un ancien comédien ou il est conférencier et qui, lui, pour le coup, est passé du jeu JEU au jeu JE. Et précisément, toi, François, ce que tu invites à faire dans ta démarche, c'est l'inverse. C'est-à-dire passer du jeu au jeu. Il y a un mot qu'on a évoqué tout à l'heure qui est important. Décidément, on aime les J ce soir. C'est le mot joie. C'est le mot jouer. Est-ce que tu peux rentrer dans le détail d'ailleurs d'une de tes formules qui correspond à ta méthode, si j'ai bien tout compris, autour justement de ce jeu et de ce J? Effectivement, moi, j'incite mes clients à quitter le jeu JE pour rentrer dans le jeu JEU. Parce que le jeu est très important. Le jeu permet déjà de s'amuser. Le jeu permet d'éviter de s'identifier. Regardez les enfants, allez au parc. Moi, très souvent, j'accompagne mes clients, on marche. On va dans un parc à Paris, on en a suffisamment. Et ensemble, on fait notre consultation en marchant. Et on voit des enfants. Les enfants, ils jouent sans arrêt. Les enfants ne s'identifient pas. Un coup, ils sont le gentil, le méchant, le policier. Enfin, ils jouent sans arrêt. Il n'y a pas d'identification. Donc, le jeu est capital. Et on s'aperçoit que au plus on joue dans la vie, au plus la vie, elle est facile, elle est légère. J'ai un exemple en tête d'une personne dont je m'occupais, qui était timide, renfermée, bloquée dans la vie. Sur scène, elle était extraordinaire. Je veux dire, sur scène, au théâtre, elle était extraordinaire. Elle se lâchait, elle était rayonnante. Elle descendait de scène où elle se refermait. Je dis, mais pourquoi ne fais-tu pas la même chose? Ah, mais c'est pas pareil. Là, je suis sur scène. Mais je vous pose la question, est-ce que la vie n'est pas une grande scène? On a la chance d'avoir un public au quotidien, dans la rue, de partout, dans les magasins, la famille. Amusons-nous. C'est une scène, c'est un jeu. Et effectivement, à partir de là, j'ai développé une clé, je vous donnerai tout à l'heure un trousseau de clés, mais pour moi, le jeu est capital. Et si vous regardez ou si vous lisez des textes anciens, sacrés, de saints, etc., tous vous diront joie, joie et joie, parce que c'est capital. Mais François, parle-leur aussi de ce que je te fais parfois dire, du footballeur qui avait oublié quelque chose, non? Ah, oui. J'avais effectivement un bon exemple. Un footballeur, donc, mais Ligue 1, donc, bon niveau, qui un jour me dit, écoute, non, j'en ai marre, je suis blasé. Enfin, je vais pas dire qu'il était en burn-out, mais il était épuisé, il en avait marre, ça allait plus du tout. Et tu comprends, ça me motive plus. Il avait perdu cette flamme, il ne jouait plus. Je lui dis, mais il faut pas oublier quand même que c'est jouer au football, jouer au ballon. Et tu as perdu cet état d'esprit de jouer. Et c'est ce qu'on te demande. Donc, il a fallu, je dirais, le reformater, faire un cheminement avec lui pour qu'il retrouve du plaisir et de la joie. Parce qu'encore une fois, tous les sportifs, et ça on l'a oublié, notamment parce qu'ils ont une telle pression, on leur demande une telle résultat, qu'ils oublient de jouer. Or, le sport, c'est un jeu. Le football, c'est un jeu, le golf est un jeu, etc. Mais on voit les pressions qu'ils ont. L'exemple nous a été donné avec Roland Garros dernièrement, la pression qu'ils ont. Et comme disait Djoko, il est sorti quelques instants, il est revenu en pleine forme, extraordinaire, parce qu'il a réussi à changer son état d'esprit. C'est capital. C'est capital. Jouer. Et c'est là où également, et peut-être ceux qui nous écoutent pourront dire, mais attends, mais jouer, ça veut dire quoi jouer? Comment est-ce que je fais pour jouer? J'ai des dirigeants
qui à un certain moment dit, mais attends, François, mais jouer, mais attends, tu as vu les pressions que j'ai, tu as vu la responsabilité que j'ai. Jouer, non, je peux pas. Si, je vais jouer aux cartes, mais bon, jouer au poker. Non, c'est pas, ça c'est bien, mais c'est pas ça, jouer. Jouer, c'est un état d'esprit. C'est s'amuser. Est-ce que vous vous amusez dans votre quotidien? Est-ce que vous amusez, je sais pas, quand vous allez à la boulangerie, quand vous allez prendre un café, quand vous allez discuter avec des clients, parce que ça fait toute la différence. Alors justement, François, Vas-y. Ce que je propose, c'est qu'on fasse un petit arrêt, peut-être arrêt au stand, comme on peut dire, pour permettre à tous ceux qui nous écoutent ce soir de participer également. Donc sur cette notion de jeu, puisqu'on sent que c'est quelque chose qui est très fort, j'ai envie de vous poser la question, comment vous intégrez-vous cette notion de jeu? Déjà, est-ce que vous l'intégrez? Est-ce que vous avez la sensation de jouer, peut-être, ou pas dans votre activité? Est-ce que vous souhaitez rebondir sur cette première partie? On a une demi-heure encore ensemble, donc sur cette room organisée par la FCP et lesspeakers.com. Donc, n'hésitez pas à lever la main rapidement et à nous rejoindre si vous avez des questions, bien sûr, pour nos deux invités ce soir. Et en attendant qu'on nous rejoigne et qu'on participe justement sur ce jeu, François, je te redonne la parole, je te laisse poursuivre. Ah oui, et puis je veux bien intervenir après. Je peux ajouter juste quelque chose qui pourra donner de l'eau au moulin, là. C'est-à-dire, moi, personnellement, on va faire peut-être le tour, mais pour le jeu, introduisez l'humour, introduisez la légèreté que aime bien, donc, tu vois, vous savez, souvent on dit faire du sérieux, mais ne pas se prendre au sérieux, entre guillemets, un exemple. Deuxièmement, l'enthousiasme. Alors, ne soyons pas indifférents, ne soyons pas habitués à quelque chose. Je pense que ces 5 choses que je viens de vous dire tuent le jeu et ne vous empêchent de jouer. Nous, aux urgences, franchement, on rigole. Je rigole tout le temps avec les infirmières, je rigole avec les malades. C'est pas parce que le monsieur a quelque chose de grave qu'il faut que je fasse encore plus la tête, exactement ce que je reprochais avec le Covid. Alors bon, il y a le Covid et nous, on doit tous faire la tête comme Jérôme Salomon à la télé à 20h pour compter les morts. Mais je veux dire, mais même jusqu'à la fin, il faut sourire, il faut être bien, essayer de partager les choses, rencontrer, même à la dernière minute, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va peut-être vous endormir, peut-être mieux que si vous étiez avec quelqu'un qui ressemble au diable. Non, mais bon, je dis ça comme ça. Mais les chefs d'entreprise, moi j'ai fait un MBA au Pont des Chaussées, donc ils nous apprenaient effectivement des choses. Mais moi, je ne suis pas pour faire du management ou de la rentabilité sans s'amuser. Et celui qui croit qu'il va faire, c'est pas nouveau, hein, ça fait longtemps. Partager les ouvriers et les rendre heureux, et ce que fait aussi Apple ou qui tente de le faire, ou Google ou d'autres, eh bien, il faut entraîner ceux qui sont avec vous à être enthousiastes, à s'amuser, et c'est comme ça que l'entreprise va gagner. C'est pas Philippe, en faisant du pyramidal. Alors justement, Philippe, toi, dis-nous. Bah oui, en fait, Ali a presque dit ce que je voulais dire, à savoir que non mais désolé. Non mais c'est très bien, franchement c'est un plaisir d'entendre ça parce que je suis toujours parti du principe que c'est pas parce qu'on a un travail sérieux à faire qu'il faut pas le faire en s'amusant. Et dès l'instant où on prend du plaisir avec ses collègues, avec ses collaborateurs, à être tous ensemble et à s'amuser ensemble vers un objectif qui est sérieux, et ben c'est juste génial, quoi. On a une motivation, un dynamisme qui est juste sans pareil. Donc Virginie me connaît assez pour savoir que je m'intéresse à tout. Et quand je fais des conférences, je m'amuse avec le public parce que même pour délivrer des messages sérieux qui sont sur l'innovation, j'ai fait participer à des expérimentations en live qui les font rire parce que c'est génial. Voilà. Et parce que c'est moi, je suis totalement congruent, si tu veux, avec ma manière de faire des conférences. J'adore m'amuser et je dirais pas que j'adore amuser les autres, je suis plutôt pince sans rire comme style, mais quand je fais des expérimentations, je peux te garantir, ça marche à tous les coups parce que je les chope pas par surprise et dans ce cas-là, je vais avoir un humour de surprise, un humour de contraste et un humour décalé qui va faire qu'ils adorent. Et je désembarque et ils retiennent les messages grâce à ça en plus. Mais ça c'est la manière que tu te présentes, c'est parfait, mais le fond reste le même entre nous, là, ce que je viens d'entendre, c'est-à-dire qu'on aime ce qu'on fait. On est enthousiaste pour ce qu'on fait. Après, que tu le fasses avec
pince sans rire, ou le gars qui rigole tout le temps, ou c'est différent. Après, on s'adapte avec ceux qui nous entourent. Mais je pense que le fondement de l'affaire, c'est que il faut pas être habitué d'être indifférent à ce qu'on fait, qu'on soit aimé. Alors, malheureusement, on arrive là à des gens qui vont nous dire, oui, mais moi, je fais quelque chose qui me plaît pas. Alors moi, j'ai beau jeu de leur dire qu'il faut changer parce que c'est pas toujours simple. Mais enfin, je tiens quand même cette route. Si on n'est pas content, si on n'est pas heureux dans ce qu'on fait, mieux vaut changer plutôt que d'attendre 30 ans et ensuite être aigri, triste et se dire oh là là j'ai raté, etc. Parce que ça reviendra pas. Donc libérez-vous, ça rejoint l'allègement, ça rejoint tout. Et faut être soi-même et faut comme dit Stendhal, l'important c'est de rester soi-même. Alors, et ça, c'est quelque chose d'important. Ali, ce soir, on risque peut-être de nous décevoir. Il y a de fortes chances pour qu'on ait beaucoup de passionnés avec nous. De ce que je vois des personnes présentes, en tout cas, c'est beaucoup de passionnés. D'ailleurs, on a Loïc. Il suffit de regarder sur Clubhouse son visage pour voir le sourire qu'il arbore. Loïc, tu souhaites réagir à ce que l'on vient de dire? Ouais, en fait. Moi, j'ai bu du petit lait lorsque j'ai entendu Ali et François parler de jeu et de faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, de voir les choses de manière ludique plutôt que d'être chiant en permanence et de se faire chier en permanence. Je pense que dans le boulot, dans le business dans lequel nous sommes, je pense que c'est hyper important d'arrêter d'être chiant à tous les niveaux et de s'amuser je pense que moi, le jour où j'ai failli me faire virer d'IBM en 2013 parce que j'avais fait des conneries en interne chez IBM, enfin bref, j'avais un petit burn-out en même temps. Hein, je me suis amusé en fait à jouer le jeu pour ne pas me faire virer et je me suis fait plaisir même dans une difficulté aussi importante que celle-ci. Et ça m'a permis ensuite de m'éclater par la suite encore plus qu'avant même. Et d'en trouver beaucoup de bonheur. Voilà. Merci Loïc de ton témoignage. Alors justement, François, je propose qu'on rentre peut-être. Alors on a beaucoup de bruit parasite ce soir. On sent qu'on est dans la vraie vie. Voilà, et on parle d'urgence, on parle de médecine et on entend les sirènes. Donc voilà, on va y voir peut-être un signe. Alors justement, dans les remèdes, cher docteur et cher François, on a parlé de trousseau tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'il y a des clés probablement que vous allez nous proposer. Alors quelles sont ces clés? Qu'est-ce que tu as, Ali, dans ta trousse médicale? Qu'est-ce que tu as amené ce soir? C'est toi qui as le trousseau, hein, d'habitude. Oui, non, mais j'ai le trousseau, mais bon, alors moi, j'ai déjà commencé. À part les gâteaux. Non, oui, évidemment. Non, mais cela dit, c'est pas du tout idiot de pouvoir faire des pauses, pas uniquement pour faire des pauses, c'est obligatoire. Mieux vaut le faire quand on aime à quelqu'un. Moi, je donne des objectifs, c'est-à-dire même quand je vais faire du sport à des patients qui sont âgés ou qui n'ont pas du tout d'envie, je leur dis, donnez-vous un objectif simple pour faire le sport, la marche. Moi-même, je suis comme ça. J'aime pas marcher tout seul sans rien. Alors, je marche, mais je me dis, tiens, je vais marcher, mais je vais aller à cette boulangerie éventuellement prendre un café ou aller voir un immeuble qui me plaît bien pour faire des photos ou bien partager ce que je suis en train de voir avec du monde. Enfin, bref, chacun fait quelque chose avec un objectif. Donc, se donner un objectif qui nous enthousiasme, c'est ça, hein, le truc, le secret, c'est de se donner quelque chose qui nous plaît, voir un ami l'appeler en bas pour faire un coucou par la fenêtre, c'est ce qui se passait quand j'étais petit en 6e ou etc. Ou à l'accompagner et qui me raccompagnait en métro parce qu'on allait du lycée au lycée, c'était déjà ça. C'était déjà enthousiasmant pour moi de prendre le métro 20 minutes. Et je faisais 40 minutes, mais j'étais beaucoup plus heureux de faire 40 minutes que de faire les 20 minutes tout seul. Donc ça, par exemple, donc je vous ai donné l'humour qui est important et on peut acquérir même l'humour. Il y en a qui l'ont pas, c'est vrai, mais qui sont un peu tristes. Mais justement, je pense que quand il y a des gens tristes qui viennent et que moi je leur donne je les fais rire. Franchement, il y a des gens qui sont allongés dans le box des urgences et qui ont des malheurs et tout, mais uniquement parce que ce qui leur manquait, c'était justement quelqu'un qui les fasse un peu rigoler, parce que quand vous êtes déjà triste et que vous avez une maladie et que les autres viennent, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ah mon pauvre, ah oui mais tu as ça, et puis ils les laissent parler. Non, c'est comme un handicapé. Généralement, on a peur de parler de son handicap, mais moi ça m'a jamais fait peur. Ils viennent sur des chaises roulantes, etc. Alors moi je leur parle de leurs jambes, de leurs pieds, etc. Comment ça va? Alors
Alors vous courez plus. Ah bah c'est bon, mais il y a autre chose à faire. Bon, etc. Vous voyez? Parce que d'autres, on a peur. Parce que alors, donc le fait de outrepasser sa peur, d'aller vers l'autre, de partager quelque chose, de faire des rencontres, c'est fondamental. Au lieu de rester tout seul, hein, comme à l'école, il y en avait un qui était tout petit, personne n'allait le voir. Alors tous les autres, ils avaient 20 centimètres de plus. Alors le petit qui était comme ça et tout, qui disait rien, personne n'allait le voir. Les enfants, c'est parfois rude et dur, mais il faut montrer aussi aux enfants d'aller vers les autres qui sont un peu différents et discuter. Et il se trouve ce gars-là, il était plus âgé que nous et c'était le seul qui avait le droit d'aller jouer au café de flipper, alors que nous on est restés dehors. Alors quand on était son copain, en fait, non mais donc il y a des choses à découvrir aussi. Donc l'humour, la légèreté, c'est vrai, l'enthousiasme, et l'indifférence et enfin l'habitude. Quand vous êtes habitué, que vous êtes indifférent, arrêtez, changez. Alors merci Ali, effectivement je vais redonner la parole à François à ce sujet. Alors il y a un mot que tu as utilisé, je pense, et j'aimerais François peut-être que tu reviennes dessus, parce qu'on a dit que ce soir on parlait aussi d'attitude et d'état d'esprit, c'est le mot peur. Parce qu'effectivement face aux situations il y a plusieurs manières de réagir également, et souvent la peur c'est ce qui est bloquant. Qu'est-ce que tu veux nous dire toi François sur ce point? Je dirais, si demain vous rentrez, ou ce soir vous rentrez en salle d'opération, parce que vous êtes quelqu'un de peureux, que vous êtes anxieux, que vous avez beaucoup de choses qui bloquent à l'intérieur de vous, vous rentrez aux urgences chez notre ami Ali, qui vous recevra avec le sourire, eh bien, s'il vous opère, il va pas trouver un organe qui s'appelle peur. La peur, elle n'est pas en vous. Il y a rien il y a pas d'organe peur. On peut trouver le cœur, on peut trouver le foie, mais la peur n'existe pas. La peur, c'est l'idée qu'on va se faire, je dirais, au début, c'est un grain de poussière. Et puis, à force de penser à cela, cette peur, elle va vous nourrir et elle va amplifier. Or, elle n'existe pas. Et pourtant, vous allez dire, non, mais attends, sois gentil, j'arrête pas d'y penser, ça me bloque, etc. Certes, mais parce que vous lui donnez de l'importance. Vous acceptez de la nourrir et vous acceptez de lui donner de l'importance. Et ça, je l'explique dans mes programmes. Et à partir du moment où on arrive à trouver le moyen de la faire partir, mais on est libéré. Parce que cette peur, c'est un poids. Et ce poids, eh bien, ça vous ankylose. C'est terrible. D'où la nécessité, je dirais, de trier. Vous avez tous, on trie nos vêtements, on trie nos placards, on trie tout un tas de choses qui paraît normal. Et que, quand on déménage, par exemple, on va dire, mais attends, mais je ramène pas tout ça. Il est hors de question, je vais pas ramener tel bibelot, tel meuble, etc. On fait le tri. Faites le tri régulièrement autour de vous. Faites le tri régulièrement à l'intérieur de vous. Parce que tous, je dis bien tous, laissons rentrer tout un tas de bric-à-brac, de pensées qui ne nous appartiennent pas, et on les laisse rentrer. Et à partir du moment où on les laisse rentrer, ces pensées, elles vivent leur vie à l'intérieur. Vous savez, je crois qu'il y en a 60, 70 000 par jour à peu près de pensées. J'ai oublié de les compter hier, mais Ali doit les compter régulièrement, il pourrait nous le dire. Donc, ne vous laissez pas encombrer, ne vous laissez pas envahir par cela. Et si jamais c'est le cas, passez le tamis pour sélectionner, trier, virer, dégager. Ça va vous permettre de vous alléger, parce que c'est ça d'être léger. C'est de ne pas accepter tout et n'importe quoi. C'est de vous adapter. Et je reviens alors avec ce que j'allais vous dire tout à l'heure, c'est le fameux trousseau. J'ai un trousseau avec un certain nombre de clés dedans qui est très efficace. Ce trousseau, je lui ai donné un nom. C'est un trousseau qui s'appelle Joie. Dans ce trousseau Joie, j'ai une première clé qui est jouer. Vous l'avez compris, on l'a dit tout à l'heure, jouer, c'est un état d'esprit. Et pensez bien que jouer, il y a plein de strates différentes de jouer. C'est pas parce que vous allez dire, mais ne t'inquiète pas, je joue aux cartes, je joue au dé, je joue au bout, c'est bien. Mais c'est un état d'esprit. Ensuite, le haut, oser. Si vous n'osez pas dans la vie, vous risquez de rester coincé, enfermé dans votre vie. Or, on est illimité. Chacun de nous est vraiment illimité. Mais de par les croyances, de par tout ce que vous avez accepté comme forme de pensée, eh bien, on se referme, alors que c'est ridicule. Vraiment, tout est possible. Ouvrez-vous, c'est ça l'ouverture. Oser, c'est l'ouverture. Et quand je dis oser,
C'est oser faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Parce que là, on revient aux habitudes. Les habitudes sont fort sympathiques, mais c'est une catastrophe. Parce que les habitudes peuvent vous tuer aussi, parce que c'est la routine. Je crois que c'est Ali ou Virginie qui en parlait tout à l'heure. Donc, oser. Ce qu'on appelle, vous savez, vous avez déjà entendu un peu, et moi ça me fait un peu hérisser le poil, sortir de votre zone de confort. Ça, vous l'avez entendu, il y a des schémas, etc. Mais moi, je le dis haut et fort, ce n'est pas votre zone de confort, c'est votre zone d'inconfort. Si vous regardez bien, eh bien, vous êtes habitué à une certaine forme d'inconfort que vous appelez confort. Oui, c'est vrai que c'est pas très confortable, c'est pas ci, c'est pas ça, mais on s'est habitué. Or, sortez de cette zone d'inconfort parce qu'il y a autre chose. Mais pour aller voir autre chose, il faut oser. Donc ça, c'est le haut d'oser. Le I, je vous dirais deux choses. Imagination ou innovation. Ça dépend dans quel contexte vous placez. Imagination, quel est votre potentiel d'imagination? À partir de là, il y a des merveilles qui peuvent se mettre en place. Imagination, le mot est très puissant. Et si vous le mettez en application, il peut vous emmener très loin. Ensuite, dans le mot joie, il y a un E. Dans le E, il y a deux significations, je lui donne deux significations qui sont complémentaires. Il y a entraide, surtout en ce moment, surtout après toute la période qu'on a passée, on a vu que les gens s'entraidaient et c'est normal parce que c'est nécessaire, c'est l'entraide, entraide familiale, entraide amicale, entraide comme on fait ce soir où on parle entre nous, où on donne des conseils. Et puis, c'est l'entraînement. Au plus vous allez vous entraîner, au plus vous allez vous entraider. Vous remarquez que il y a une lettre qui change, mais c'est très important. Entraînez-vous à vous entraider. Vous allez voir que c'est capital et ça va grandement vous aider. On l'a dit tout à l'heure aussi, c'est de ne pas rester seul. Hein, vous avez remarqué que la crise nous a enfermés. Or aujourd'hui, et ça, docteur, pour en parler, on constate que les gens sont démasqués, on constate qu'on est revenu à une vie entre guillemets normale, mais qu'est-ce que la normalité? Eh bien malheureusement, on peut vous le dire qu'il y a énormément de gens qui sont restés coincés dans la tête. C'est-à-dire que dans la tête, dans le cerveau, ils sont toujours masqués. Pour tout un tas de raisons. On revient aux peurs. Peur de sortir, peur d'attraper le virus, peur de ci, peur de ça. Et puis, l'humain a pris des habitudes de rester enfermé, confiné chez lui. On dit, mais tu peux sortir. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Regardez le prisonnier qui était habitué à être enfermé pendant des années dans sa prison. On lui ouvre les portes. Vas-y, sors. Oui, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que je connais plus. Tout a changé quelque part. Donc, ça, c'est important de ne pas rester seul, de recréer du lien. Parce que le lien, c'est la vie. C'est de trouver le moyen d'intéresser les gens à revenir. Il y a un autre souci dont on pourrait aussi développer. Bon nombre d'entreprises ont un problème aujourd'hui. Ils ne savent pas comment faire revenir le personnel. Vous savez qu'il y a le télétravail, il y en a qui ont décrié le télétravail, il y en a qui ont dit c'est génial. Aujourd'hui, on m'en parlait dernièrement dans une grosse boîte, on ne sait pas comment faire revenir le personnel. Parce que le personnel soit a peur, soit a pris d'autres habitudes, a trouvé un autre intérêt, a trouvé plus de sens dans sa nouvelle vie. Donc il y a ça aussi. Et comment recréer du lien dans les entreprises. Vous voyez que c'est important. Quelques clés que je peux en donner beaucoup plus, mais le but c'est que tout le monde puisse s'exprimer, parler. Merci beaucoup François. On constate juste, et là j'arrête, on constate que on apprend bien mieux en s'amusant. Tout à fait, le fameux jeu. Et je viens de voir d'ailleurs que quand on parle de jeu, nous avons attiré à nous Thierry Ferrari qui nous rejoint, dont je parlais effectivement tout à l'heure sur cette notion d'inversion que vous faites tous les deux à transformer le jeu JEU en jeu JE et inversement. Alors justement, J comme joie, tu viens de le dire, tu viens d'ajouter un S quelque part puisque la joie c'est le partage aussi, c'est ensemble, c'est à plusieurs et c'est donc de rompre contre cette solitude qui pourrait être le S que tu pourrais rajouter à joie du coup. Alors je vais donner la parole à Christian. Christian il est on stage depuis le début avec nous puisqu'il fait partie de notre équipe de la FCP et des speakers.com qui organisons tous les soirs ces rooms. Alors nous n'avons plus qu'un quart d'heure ensemble, je finirai à 19h45 ce soir pour contrainte, voilà. Alors Christian, je suis sûre que ce sujet t'a évoqué beaucoup de choses. C'est vrai, c'est passionnant.
Je partage la majorité des propos qui ont été tenus. Dans un premier temps par François sur le burn-out et j'en ai été témoin par un ami avec qui je travaillais et je n'ai pas décelé son burn-out naissant. Le perfectionnisme, le contrôle, le moi, le soi et tout ça, oui, parce que avec le recul, ce que tu as dit François, ça me parle. Et puis Ali, à la place de joie, moi je mettrais bien jouir, parce que d'abord c'est sympa aussi, et parce que le R c'est la résilience, et que je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. Et pour ce qui est du jeu, je pense que la vie peut être un jeu, mais ça dépend en même temps de chacun des métiers qu'on exerce, et on a plus d'aptitudes dans des métiers comme les nôtres à faire que la vie soit plus douce et plus agréable. Moi j'adore jouer, et j'essaye toujours de jouer avec les gens avec lesquels je travaille, mais y compris les intervenants quand je travaille avec eux, pour les rassurer, pour avoir de l'humour, et à commencer par l'autodérision, parce que on sent très bien quand on se prend pas trop au sérieux, les gens sont rassurés en se disant celui-là il va pas trop nous emmerder en fait, et ce sera peut-être plus agréable de travailler avec lui. Et en fait c'est ce que j'essaye toujours de faire. Mais je suis pas là pour raconter ma vie, parce qu'Ali, j'ai une question à te poser. Oui. À t'entendre, je me demande à quel moment tu as mal tourné. Parce que finalement, quand on fait médecine et qu'on devient urgentiste, on n'a pas à tenir des propos de philosophe. Alors à quel moment tu as dérapé? C'est gentil de me dire ça, mais en fait, depuis que je suis petit, j'ai un petit problème avec le temps, et j'ai toujours réfléchi au temps qui passe très vite. À l'âge de 12-13 ans, je me rappelle très bien, je me projetais déjà, j'ai 20 ans, je vais peut-être avoir 30 ans, et puis etc. Donc, c'est la recherche du temps qui est le véritable, à mon avis, problème sur Terre ou pour la conscience humaine, qu'on n'arrive pas à trouver, parce que vous savez qu'on peut mesurer le poids, l'électricité, etc. Mais mesurer le temps, on mesure que les délais. Mais le vrai temps, on sait même pas ce que c'est. Donc, je réfléchissais à ça. Après, effectivement, la médecine, c'est parce que j'avais perdu peut-être mon père un peu jeune, donc je me suis engagé dans la médecine, et j'ai vu que, la biologie, ne résistait pas au temps. Alors, c'était très intéressant, cette confrontation, et j'ai toujours été un peu depuis les origines, un peu en train de réfléchir toujours à ce qu'on fait. Donc, à mon avis, il faut toujours avoir une réflexion sur ce qu'on fait, et se dire, écoutez, c'est un laps de temps très court, et que rien ne sert de faire ni du mal, ni être envieux, etc., et que mieux vaut partager, rencontrer la vraie richesse. C'est effectivement ça. C'est ce que je pensais depuis le début, et puis la médecine était quelque chose de formidable qui permettait cet engagement philosophique, en fait. Philosophe et sage, Ali. J'espère. Enfin bon, c'est des grands mots. Moi, il faut rester humble, parce que plus le temps passe, etc., on se dit qu'on ne sait pas grand-chose, comme d'autres l'ont dit déjà. Mais surtout, ça fait plaisir de rencontrer des gens là avec vous. Vous voyez, on partage quelque chose. On se sent moins seul. L'autre chose qui nous fait peur, c'est la solitude. Donc, voilà, nous ne sommes pas seuls, nous sommes ensemble. Nous avons des solutions. Et si vous avez besoin de quelque chose, François est très ouvert aussi là-dessus, est toujours disponible. Il laisse son numéro, etc. Les gens peuvent le joindre. Je suis un peu comme ça aussi. Donc, voilà, on essaye d'aider. C'est tout. Je voudrais juste... Ah, pardon. Vas-y. C'est Loïc, ça. Oui, je voulais juste dire une chose, François. J'ai beaucoup apprécié joie dans ce que tu as dit, et notamment le entraînement. Et je pense que aujourd'hui, si on s'entraîne tous énormément dans notre job, dans notre métier, dans notre boulot, que l'on ait au départ ou pas un intérêt pour ce job, à partir du moment où on y travaille beaucoup, on commence à être enthousiaste, on commence à avoir de la passion, parce qu'on commence à maîtriser la situation, on commence à devenir non plus simplement un apprenti, mais progressivement un maître. Et c'est à ce moment-là qu'on est capable d'avoir la passion de ce qu'on fait. Et je pense que faut d'abord faire un job, d'abord faire un métier, pour ensuite développer la passion et le plaisir et le sourire et l'amour de ce qu'on fait. Voilà mon avis. C'est ce à quoi tu m'as fait penser, François.
C'est un marcheur qui nous parle. C'est un marcheur, c'est un excellent. Je suis en train de marcher. Je suis en train de marcher en bord de Marne. Je suis en train de marcher en bord de Marne. On l'avait J'ai une. Génial. Avec un chien. Enfin, on supposait que c'était de la marche. On l'avait deviné, effectivement, Loïc, comme ça on est parfaitement congruent. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui ressortent tous les soirs et notamment des valeurs très fortes. Alors, il y a un point, messieurs, sur lesquels j'aimerais qu'on revienne justement quand on parle de valeurs et de positionnement. On parle aujourd'hui d'état d'esprit qui va être le remède des catastrophes. Donc, il y a la personne en tant que telle qui vit des situations catastrophes et de crise dont on a amené un certain nombre de propositions, de remèdes dans l'attitude. Mais il y a aussi son environnement, son écosystème, les personnes qui gravitent autour. Et je voudrais repartir d'un exemple concret qui est important. Ali, on le sait, puisqu'on fait un parallèle avec cette situation, notamment de pandémie, de crise, etc. Toi, tu es intervenu de manière assez forte concernant les brevets, pour dire qu'à un moment donné, il faut mettre en commun. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont importantes, mais il faut mettre de côté des guerres d'intérêt économique, etc. Tu as une tribune complète sur le Figaro à ce sujet. Exact. Face à une situation de crise, quand on parle d'attitude, justement, quand on est dans un écosystème, qu'est-ce que tu recommandes? Tu utilises ce terme qui est apaisé plutôt qu'énervé. Oui. Alors, c'est gentil de l'avoir lu. Je savais pas que vous l'aviez lu. J'imagine que tu l'avais lu. Bon, en gros, je m'exprime aussi parce que je m'explique aussi là-dessus parce qu'il faut pas que vous croyiez que c'est la mise en commun de tout à la manière soviétique d'avant-guerre. Je milite. J'ai milité avant. Alors, on a été rejoint par le pape, Joe Biden et Emmanuel Macron. Donc, j'étais très flatté. Mais disons que en gros, c'était bon. Eux, c'est peut-être pour d'autres problème, mais la levée des brevets momentanée, je l'ai dit par provocation un tout petit peu, c'était nécessaire. Pourquoi? Je m'explique. C'est pas tellement la levée des brevets d'ailleurs, mais surtout l'entraide internationale, le fait que on puisse, en toute liberté, cela dit, donner au pouvoir que les pays pauvres accèdent à la vaccination. Parce que, encore une fois, je le rappelle, plus il y a de multiplication virale, plus il y a de chances qu'il y ait de variants, et plus il se multiplie, le virus peut faire des erreurs et donner des variants qui peuvent être résistants. Et donc, ça venait de Chine, bon, mais ça va repartir. D'ailleurs, vous le voyez en Inde. Maintenant, on parle des variants indiens, où il y a des milliers de cas et de morts par jour, encore au Brésil, en Argentine, ailleurs. Enfin, on pense que nous, si on est vaccinés tous, plus ou moins, et encore une fois, en toute liberté, je le dis, pour ceux qui veulent, en France, on va être immunisés. Non, parce que ça va revenir d'ailleurs. Donc, il faut que ça soit fait en même temps, quasiment sur les 4, 5, 6 mois, partout. Sinon, ça ne va pas du tout. On va revoir de nouveau d'autres variants qui vont revenir d'ailleurs. Ils vont nous remettre le coup d'une autre vaccination et ainsi de suite. Donc, pour qu'une seule fois ça cesse, il faut que les laboratoires, les États puissent se donner la main, entre guillemets, et puissent arranger, on peut même leur acheter des brevets. C'est pas les démunir. Et encore une fois, la distribution, etc., va prendre beaucoup de temps. Donc là, pour l'instant, on n'est pas du tout sorti de l'auberge, si je puis dire, même si je suis très positif d'habitude. Je pense que il faut vraiment aider ces pays-là à arriver au même niveau que nous pour ce qui concerne la vaccination. Et apaiser, c'est le deuxième chose que tu as soulevé. Et effectivement, c'est pas quelque chose d'irrémédiable. Ce virus finira par s'en aller, mais il faut que ce côté psychologique qu'on nous a induit, c'est-à-dire vraiment le stress, la peur, et il faut pas avoir peur du tout de ce virus, de la manière dont c'est fait. Je comprends pas d'ailleurs que cette peur exagérée qu'il y a eu, peut-être parce que nous sommes habitués maintenant à vivre dans des cocons et que il y a des pays ailleurs, ils ne prennent pas cette peur de cette manière-là. Si vous voyez comment ça se passe. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que ça se développe, parce qu'ils s'en fichent entre guillemets, jusqu'à ce que ça les touche, ceux qui ont besoin à ce moment-là de soins, et c'est là qu'on s'en aperçoit. Mais cette peur qui a été introduite par nous, mais pas par le fait qu'on n'est plus habitué à avoir des maladies de cette façon-là, la mort d'une certaine façon, eh bien, nous sommes, d'ailleurs, je le vois aux urgences, hein. Avant, il y a 30 ans,
les enfants qui venaient avec les parents pour une certaine douleur que j'ai milité pour que on traite des douleurs dès l'arrivée. Mais c'est pour expliquer un tout petit peu le niveau psychologique, comment il a changé. La douleur maintenant est devenue quelque chose de beaucoup plus douloureuse, si vous voulez, que la douleur qui existait avant. Et ça, c'est un fait de société. On veut tout de suite, à 100%, sans qu'il y ait de prise de risque, sans qu'il y ait quoi que ce soit, le principe de précaution, etc., etc. Donc, on nous a monté la tête avec des choses, et alors que la vie, c'est des prises de risque, c'est de la responsabilité, et que si personne n'est là devant à prendre des responsabilités, à dire qu'il y a aussi des risques à faire quoi que ce soit dans la vie, même marcher dans la rue, il y a plus ou moins de risques, mais le risque zéro n'existe pas, et on veut nous faire croire ça. Ça, c'est idiot. Moi, à mon avis, ça donne plus d'angoisse que de dire, bah voilà, il y a certains risques à prendre, il y a des choses comme ci, comme ça, et puis nous, on va se battre, on est là, on va vous aider, et on est là pour vous aider d'ailleurs, on n'est pas là pour se remplir des poches, ni d'un laboratoire, ni d'un autre, et que malheureusement, certains collègues ou d'autres compagnies n'ont pas su parler et discuter d'une manière sereine. Merci Ali. Nous arrivons au terme et le temps passe très très vite, je le sais, de cet échange. J'aimerais rebondir sur la notion de se donner la main. Alors il y a énormément de choses qui ont été dites ce soir. On pourra peut-être pas toutes les reprendre. En tout cas, le trousseau joie, bien évidemment, ce soir, François, nous le retenons. Prendre conscience des choses, c'est vraiment un point important. François, est-ce que tu veux dire un petit mot de conclusion avant que nous arrivions au terme de cette room? Oui, alors je rajoute juste parce que on l'a oublié et Dieu sait qu'il est important aussi parce que il reflète ce que l'on a dit. C'est le docteur Alain Delabo qui a 80 ans, qui continue à consulter et qui est une joie de vivre, je dirais sur pattes. Il est extraordinaire et quand on a fait ensemble la vidéo de présentation du livre, on était tous les trois éclatés de rire. Donc je salue Alain. Donc ce qui est fait. Maintenant la conclusion. Hormis le fait de dire tout simplement prenez soin de vous, mais je dirais tu détiens un grand pouvoir dans tes mains, veille à bien l'utiliser pour le bénéfice du tout. Le pouvoir peut être utilisé positivement ou négativement. La façon dont tu l'utilises dépend uniquement de toi. Ça c'est important. Cet extrait que je viens de vous lire est extrait d'un livre dont je t'ai parlé qui s'appelle La Petite Voix et qui rejoint un état d'esprit. Parce que ça c'est qu'allez-vous faire du pouvoir que vous avez en vous? C'est bien vous qui décidez. C'est comme la lumière, c'est comme un couteau. Soit vous en servez pour couper, soit vous en servez pour tuer. C'est une question d'état d'esprit. Donc, prenez soin de vous. Soyez le plus léger possible parce que au plus vous serez léger, au plus vous allez vous amuser. Tout ça, c'est une corde à nœud bénéfique. Donc, voilà, le conseil que je pourrais donner ce soir, on pourrait en faire beaucoup plus. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux si vous avez besoin, avec grand plaisir. Je vous invite bien évidemment à poursuivre ces échanges. Et Ali, parce que je voudrais respecter mon timing, un mot, est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais nous dire en conclusion, si on devait tout résumer? Non, oui, non, rester soi-même, c'est le plus important, et partager avec les gens, rencontrer d'autres personnes, et vous ferez vous-même vos idées. C'est pas ce que nous on va vous dire qui va impliquer. Nous on essaie d'ouvrir un peu, comme dit souvent, le champ des possibles, mais aussi ouvrir l'esprit tout simplement. D'accord, voilà. Merci beaucoup Ali Adjei et François Michalon de votre présence ce soir. Alors Ali, tu ne le sais peut-être pas, mais moi j'aime bien terminer mes présentations par une citation. Et donc j'en ai trouvé une d'Alexandre Jolien, j'espère qu'elle va te plaire François, et qui dit « La légèreté fournit à l'apprenti du métier d'homme un outil bien précieux, une force inédite capable de dynamiter les hommes. » Je vous laisse méditer sur cette citation. Je vous remercie tous pour votre participation ce soir. Merci à Christian, Philippe et Loïc qui ont pris part à nos échanges. Et on vous donne bien sûr rendez-vous demain à 18h30. Nous serons avec Régis Clincard. Et demain, nous changeons complètement de sujet puisque nous allons parler de l'avenir de l'événementiel hybride. Merci encore et très bonne soirée à tous. Merci. Merci. Super. Merci, bonsoir. Merci. Vous êtes tous très agréables. Merci. Je retiens le trousseau joie et l'évolution en jouir qui me plaît aussi énormément. Donc en tout cas, merci beaucoup à vous deux, à vous trois même d'ailleurs, et à très bientôt, à demain. Merci.